Bienvenue, Lorenza Oprandi, à ce sixième épisode du balado. Alors, pour nos collègues européens, ici, on parle de balado. On est au Québec. Donc, au podcast Pourquoi ne me l'a-t-on pas dit avant? Je vais faire une courte présentation parce que je pense que il y a plusieurs collègues et amis de Lorenza qui sont européens, qui s'en sont une première fois avec qui participent pour une première fois à ce balado. Alors, mon nom, c'est Sylvie Lemieux. Je suis neuroscientifique et je suis guérie moi-même d'un cancer j'ai pris après, une fois que j'ai terminé tous mes traitements et tout ça, que j'ai ma santé pas mal revenue, j'ai eu vraiment le goût de redonner, de passer au suivant. C'est pour cette raison-là que j'ai créé ce balado-là. Le titre est un petit peu provocateur ou pas provocateur, c'est selon. C'est que pourquoi ne me l'a-t-on pas dit avant? Parce que cette phrase-là, pendant mon parcours en chimio, en radio, je l'ai entendue maintes et maintes fois. Parce que quand on est en chimio, on est dans une vaste salle et on entend toutes sortes de commentaires. On noue des liens avec les gens parce qu'on est tous dans le même bateau. Et cette phrase-là revenait constamment, m'est restée, elle s'était posée comme titre. Et la réponse que j'ai trouvée, c'est que ça va extrêmement vite. Moi-même étant neuroscientifique et je mets ici, je précise ce que ça veut dire. Ça veut dire que je suis une chercheure en cognition. Je ne suis pas une professionnelle de la santé, mais j'ai de bonnes connaissances du fonctionnement du corps humain, du cerveau, en tout cas du système nerveux. Et j'ai réalisé à quel point la recherche avançait, progressait et que on recevait d'excellents soins, mais que c'était à nous aussi de faire notre bout de chemin pour renforcer le contact avec les professionnels de la santé qui nous aident et puis d'établir un contact. Mais c'est pas facile parce qu'on n'est pas nous-mêmes des professionnels de la santé, on est des personnes qui sommes en traitement. Alors, c'est un peu le but et je fais appel à des gens comme Lorenza parce que j'ai eu dans mon cheminement à faire affaire avec l'art-thérapie. Mais l'art-thérapie, je vais d'abord laisser Lorenza se présenter, puis après, elle va nous parler des différentes approches en thérapie ou thérapeutique. Et elle va aussi nous expliquer la terminologie. Alors, Lorenza, je te laisse la parole. Alors, merci beaucoup Sylvie pour cette intro. Merci pour ton invitation. Je suis très heureuse d'être ici et puis merci à toutes et à tous ceux qui ont eu envie de s'inscrire, qui sont là en live et à toutes les personnes qui vont nous écouter en différé aussi. J'ai reçu pas mal de demandes de replay pour après. Donc, bienvenue tout le monde. Et bah voilà, déjà je commence par le moment où j'ai reçu ton invitation. Je pense que c'est le début de toute l'histoire. Euh, j'ai été ravie parce que ben j'ai eu un peu, bah, tu fais aussi, tu es traductrice aussi, donc moi-même je l'ai été, neurosciences et en lien avec les thérapies complémentaires, notamment dans la prise en charge des patients atteints de cancer. Donc on avait discuté déjà préalablement. J'ai bien aimé le feeling aussi qui s'est instauré entre nous. Et disons que bah, déjà la discipline art-thérapie est assez vaste. Et je commencerai déjà par dire moi ce que j'en sais. Je sais pas tout, bien sûr. Donc ma formation, moi je suis suissesse. Je l'ai faite dans la partie germanophone de la Suisse. Donc en Suisse, c'est pas si tout le monde sait, on a trois cultures minimum, voire quatre, mais on va dire trois. Et donc chacune aussi dans différentes, enfin quelle que soit la discipline professionnelle, ben on emmène un peu notre empreinte. Donc chaque culture a son empreinte. Ce qui fait que la partie germanophone, mais j'ai eu de la chance, hein, je le vois maintenant, d'apprendre une version de l'art-thérapie qui était plutôt axée psychothérapie.
Après, attention, c'est pas que je suis en train de dire que la partie italophone et francophone ne l'ont pas. Ne me sautez pas dessus. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu parce que ben, c'est comme ça que je concevais aussi cette forme de thérapie, vraiment en plus de ce qu'elle apporte en tant que thérapie, donc le fait de se confronter soi-même à des formes, à des couleurs, à un processus créatif, il y avait vraiment l'utilisation de cette forme de thérapie en tant que langage, comme outil, si on peut l'appeler comme ça, psychothérapeutique. Et donc, il y a différentes approches, il y a différentes écoles. Alors, une chose qui a été créée là, on est en 2026, donc il y a 15 ans. Il y a eu un début, maintenant c'est déjà acquis, donc d'homologation des formations, de les mener toutes, des différentes écoles qui existent, à un niveau fédéral, donc avoir un diplôme, disons, qui soit équivalent, que tout le monde sache de quoi on parle si quelqu'un va d'une clinique à l'autre, d'un médecin à l'autre, voilà, que la discipline soit déjà aussi reconnue, et puis qu'elle ait un certain niveau. Et les applications ben, sont déjà différentes. Il y a des institutions qui ont leurs thérapeutes, disons, in situ, donc sur place. Leurs thérapeutes, donc pluriel aussi, même, il y a des équipes. Il y en a d'autres qui préfèrent ne pas les avoir pour des raisons, je sais pas, des budgets, certainement aussi. Et puis, bah, il y a des applications différentes. Moi-même, j'ai travaillé en psychiatrie, j'ai travaillé dans le domaine des addictions, donc toxicomane, dans le domaine de la psychosomatique et de l'oncologie aussi, d'où notre contact. Et ce que j'ai vu, que bah, là aussi, dans le domaine de l'oncologie, il y a beaucoup de possibilités d'aider les personnes, soit même avant le diagnostic, donc tout ce qui peut être le doute, les peurs, toute cette incertitude, comment la gérer. Donc, c'est vraiment un travail émotionnel à faire avec les personnes. Pendant, là, tu pourras le confirmer aussi, tu viens de nous dire, voilà, pendant tout ce qui se passe, tout le tracas tout le parcours thérapeutique, euh, comment on le vit, les attentes, comment on supporte ou pas les effets secondaires. Donc vraiment toute la partie médicale, mentale, émotionnelle qui va ensemble, en fait, qui impacte beaucoup les personnes. Et puis les peurs, le nouveau, disons, la nouvelle situation familiale au travail. Donc il y a vraiment tout qui a chamboulé. Et puis aussi l'après. Nous, on avait un ambulatoire aussi. Bon, on avait en résidentiel, mais il y avait des gens qui venaient depuis l'extérieur. Et pour donc garder un lien, c'est très important, bien sûr en thérapie, le lien thérapeutique. Et puis aussi pour se renforcer, pour garder vraiment les ressources qu'ils avaient acquis. Puis souvent, il y avait des connaissances, des amitiés qui avaient été tissées, donc avec des gens qui étaient restés dans la clinique. Donc, il y avait tout ce côté social, émotionnel. Et nous, on était là pour accompagner ces gens. Alors, je parle au passé quand j'étais en institution. Et après, dans le domaine, disons, entrepreneurial, ben, j'ai eu déjà quelques occasions d'accompagner des gens en oncologie. Donc, j'ai pu poursuivre mon activité. C'est pas Moi, si- tu vois, personnellement, pour confirmer ce que tu dis, j'ai eu les deux volets de mon côté là, atelier, c'est-à-dire groupe de soutien, et j'ai aussi eu fait affaire avec notre animatrice qui était art thérapeute, qui est toujours art thérapeute, des consultations à l'extérieur. J'ai touché aux deux volets, puis je trouvais que c'était important. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'il y a une Moi, en tout cas, à un moment donné, je trouvais ça important d'être avec d'autres, socialiser. Puis à un moment donné, j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille plus loin parce que on a tous des cheminements différents. Mais le plus important, je trouvais que c'était de commencer en atelier avec d'autres gens qui vivent le même parcours que nous. Mhm. Bah, je me joins à ce que tu dis. En fait, bah, déjà, les deux approches, quelle que soit la forme de thérapie, ça peut être aussi la psychothérapie verbale, ça peut être d'autres thérapies
de tout genre. Il y a les deux modalités, en individuel et en groupe. Alors, l'une et l'autre ont leurs points forts et points un peu faibles. Toi, tu disais, tu as préféré commencer en groupe. Mm. C'est une possibilité. L'autre, c'est on connaît quelqu'un, on connaît un thérapeute, une thérapeute, et on sent qu'on a quelque chose de fort déjà à travailler depuis le départ. On va peut-être s'adresser à imprimis, en fait, en premier à la personne pour un entretien individuel. Mais c'est vrai que la partie groupe, déjà, c'est tout le côté social aussi qui va avec le soutien Et, de se si tu me sentir déjà permets, partie. Ouais, dis-moi. Si tu me permets, je rajouterais qu'il s'est passé, il y a de l'information. Là, je sais qu'en art-thérapie, on touche au non-verbal, mais je te Mhm. dirais que j'ai vu des échanges, parce que la difficulté qu'on a ici au Canada, j'imagine peut-être moins à vous, c'est que il y a pas on essaie de créer une collaboration entre la médecine conventionnelle et les approches complémentaires. C'est pas encore alors là, il y a beaucoup d'informations que les professionnels de la santé ici ne donnent pas parce qu'il n'y a pas, le lien est en train de se faire, mais il n'est pas là encore très, très fort. Et pendant les ateliers d'art-thérapie, il y a de l'information qui est passée là, que on pouvait pas voir sur un site Internet, on pouvait pas, juste le contact entre les différentes personnes à l'atelier qui échangeaient des informations extrêmement efficaces puis qui arrivait juste au bon moment parce que c'est le problème avec un parcours quand il y a un cancer, c'est qu'on nous donne beaucoup d'informations, mais souvent on n'est pas disposé à l'entendre parce qu'on est sous le choc. Tu travailles cet aspect-là, hein, toi? Oui, alors là, tu as soulevé deux aspects. Déjà, le fait de communiquer ou la communication, voire la mauvaise communication entre les différents professionnels qui prennent soin, qui prennent en charge la personne. Alors là, tu disais peut-être chez nous, c'est mieux. Je ne sais Je pas sais trop. pas, là, je pose la Je ne vais pas question. parler en général, mais je sais que c'est pas pareil partout. Et par contre, je peux dire ce que moi-même j'ai pratiqué, j'ai vécu. Donc, c'était en institution, en tout cas. Là, on est vraiment sous un toit, mais dans le sens pas juste péjoratif, mais par exemple, on reçoit les demandes d'adhésion des patients. Après, c'était les médecins en chef qui s'en occupaient. Est-ce que le patient est prêt à venir? Voilà, c'est pas nous qui faisions, c'est pas moi, mais j'étais la seule art thérapeute à l'époque. Mais une fois que le patient est là, disons que déjà la thérapie non verbale fait partie intégrante, est offerte aux patients, et puis on recevait donc les demandes avec tout le cursus clinique. Moi, j'allais tranquillement, comme n'importe quel autre thérapeute, j'avais accès au dossier. Je dirais, c'est la moindre des choses. Ben nous, C'est non, la moindre ici, des je pense pas choses. qu'on soit rendu là. Non, c'est Ah, ça, ok. là, que je vois. Ah, ok, Parce là, je que vois la non, si différence. on avait toutes les semaines des réunions interdisciplinaires avec le médecin, avec le somaticien, avec le psychiatre qui était mon chef, avec le physiothérapeute qui en France s'appelle kinésithérapeute. Oui, Attention. oui, ça commence ici aussi, kinésithérapeute, on Voilà, l'entend donc aussi. tous ceux qui prenaient en charge, avec les soins, bien sûr, les infirmiers, les infirmières, les aides infirmières, donc vraiment tout le monde presque, sauf, on va dire, l'hôtellerie, même si l'hôtellerie faisait aussi un travail avec. Bon, c'était petit, hein, donc plus c'est petit et plus peut-être les infos circulent pas toujours bien parce qu'il y en a certains qui n'arrivent pas trop à protéger le secret médical. Je parle pas des professionnels impliqués, mais peut-être des visiteurs ou quoi. Mais en général, j'estime, hein, en tout cas, quelle que soit la taille de l'institution, ou même si on fait un travail en ambulatoire, là, on a intérêt à être relié à un médecin, parce que souvent c'est lui le prescripteur. Et puis, c'est la moindre des choses, c'est pour le patient. C'est pour le bien du patient. Donc, plus on échange et plus on va tous dans le même sens. Enfin, ça me paraît évident, quoi. Mon Dieu Seigneur. Voilà, ça me paraît évident. Mm. Alors, donc, on parle bien maintenant des pratiques en Suisse.
c'est ça dont tu parles. On est parce que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Je ne sais pas, est-ce que ça change quelque chose pour vous ou est-ce que vous faites j'ai comme l'impression, je sais pas, moi je suis pas en Europe là, mais j'ai comme l'impression la Suisse fait un petit peu pas bande à part, mais développe ses propres choses par rapport au reste de l'Union européenne. Là, tu me poses une question Parce que t'as travaillé en qui sort de Italie. qui sort moi, de mon domaine de compétences. En fait, OK. Non, non, juste mais t'as pas de ce besoin que de je répondre, connais, hein. là. Je vais pas me mettre à faire de la politique non plus. Non, non, C'est non, non, c'est ça. mais il y a certainement il y a aussi des échanges, notamment, j'imagine, hein, là, je vais pas parler à la place des autres, mais s'il y a des praticiens, praticiennes d'un côté de la frontière et les patients qui viennent de l'autre, il faudra bien un échange quelque part. Ben, on a beaucoup de régions frontalières en Suisse, quelle que soit la région linguistique. Donc, je C'est pense que c'est à ça. voir au cas par cas. Moi, je parle plutôt en général en pensant aux patients. Et oui, ce que j'ai vu dans mon contexte, c'était soit en résidentiel, soit en ambulatoire. Du moment qu'après, on travaille pas seul, non. C'est toujours l'intérêt de travailler en lien avec d'autres thérapeutes, avec des médecins, avec enfin, des cabinets pluridisciplinaires, disciplinaires. Du coup, bah là, forcément, on a accès aux informations. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas accès, en tout cas. Mais pour la France, l'Allemagne et l'Italie, l'Autriche, je n'ai Tu aucune peux pas te prononcer. Ben, c'est aucune correct, idée. là. Moi, Euh, comme on dit ici, je vais à la pêche, là. Je lance des questions, mais Bien on sûr. n'est pas obligé. C'est pas un cours ici, là. Non, Alors, non. c'est ça. C'est ça. Alors, si on revient à la Suisse aussi, il y a une partie, parce qu'on parlait de budget tout à l'heure, Ouais. il y a une partie qui est couverte par votre régime d'assurance maladie. Quelqu'un qui fait affaire avec vous pour une consultation en individuel, par exemple. Alors là aussi, eh ben, ça dépend. Déjà, ça dépend de euh, disons, du statut du thérapeute. Si l'art-thérapie sous forme de psychothérapie non verbale, elle est pratiquée par un médecin psychiatre qui est déjà médecin psychiatre, et en plus il est psychothérapeute avec, là je précise, la spécialisation FSP, donc Fédération Suisse des psychothérapeutes, qui n'est pas mon cas, je précise, bah, à ce moment-là, il pourra certainement facturer, et j'espère en tout cas, sous une séance de psychothérapie classique, parce que c'est une forme, voilà, c'est un autre langage. Puis il y a les psychologues universitaires et issus d'autres institutions, mais qui ont eux aussi des formations FSP. Et là, ça passe certainement sous le statut de la facturation comme une séance classique. Et après, je sais que, bah, ça, moi, je l'ai pas fait parce que j'ai voulu passer par, j'ai pas voulu adhérer à la paperasse, voilà, bureaucratique en tout cas. Et il y a Mhm. des thérapeutes qui sont ni l'un ni l'autre et qui, enfin, nous, on a l'assurance complémentaire qui, dans certains cas, prend en charge. Et il faut remplir pas mal de critères. Puis il change les listes, disons, de paramètres, de disciplines reconnues pour rembourser ou pas. C'est juste partiellement remboursé. Donc, moi-même, je ne suis pas remboursée. Mes prestations ne le sont pas. Mais je sais qu'il y a des collègues, notamment je pense à deux, trois en Suisse alémanique, qui sont inscrites donc à ce registre des thérapies OK. complémentaires qui leur permet donc de Donc, facturer, enfin, il y elles a- facturent normalement, mais elles reçoivent, si le patient a l'assurance correspondante, bien sûr, il y a des remboursements. Et c'est pas non c'est plus bien. absolu. Enfin, bah, les Mm. psychiatres, les psychothérapeutes FSP, je pense, en tout cas, ils changent tout le temps. Là, j'ai pas vérifié, je vais pas Non, non, dire mais ça donne une idée un petit peu, là. Je vois mais un il y petit a peu peut-être, si, si. comment ça se passe. Mais Puis, en tant qu'art-thérapie en tant qu'elle-même, même chez eux, je pense que vraiment, ils doivent déjà avoir la formation pour, et puis ils le font Mhm. passer, et c'est l'intérêt aussi pour le patient, de dire, OK, on a fait une séance de psychothérapie, quel que soit le moyen utilisé, c'est une psychothérapie, je le facture en tant que tel. Voilà. Mm. C'est bien. Et puis, Pour eux. si on revient aux approches, j'ai vu sur ton site web, d'ailleurs, que je vais indiquer, je vais donner l'URL
dans le descriptif que je vais joindre sur YouTube, là, sur ma chaîne YouTube et sur Spotify, fait que les gens pourront aller le consulter, que tu t'es intéressé entre autres beaucoup à Carl Jung. Je suis pas, tu vois, je suis pas psychologue, alors Carl Jung, ça j'en ai entendu parler, puis par l'animatrice art thérapeute qu'on a ici, elle me disait que de Carl Jung, il y a beaucoup d'autres psychologues, notamment américains, qui se sont intéressés, qui ont poussé la réflexion de Carl Jung. Est-ce que je pose une question trop, est-ce que ça te, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Carl Jung? Premièrement, c'était le collaborateur de Freud. Ils se sont chicanés, à ce qu'on m'a dit. Ils ont pris chacun leur chemin. Et puis, c'est ça. Mais tous les deux avaient quand même des bonnes approches, mais on entend beaucoup plus parler de Jung que de Freud. Bah là, tu me mets un petit piège théorique, hein. Donc j'ai un petit peu oublié toute la chose derrière. Moi, j'ai un petit peu appris aussi au cours de ma formation, mais ce que je connais plutôt, c'est l'approche sur le plan pratique. Alors, ce que je sais, comme tu le dis, eh ben, Jung était un élève de Freud. Euh, Jung était suisse, il faut toujours le dire. Ça aide. Ah, il était pas allemand. OK. Et Freud était Je allemand? pense qu'il était allemand, là, du coup, ouais, je pense. Ah, Alors, d'accord. J'ignorais ça, tu ouais. vois. Donc les deux, en fait, et plus aussi d'autres, ben, par exemple Adler ou d'autres Oui, euh, Adler. Mhm. psychiatres, voilà, il y en a bien d'autres aussi, euh, sont connus pour le courant de la psychologie profonde, parce qu'il y a enfin, différentes approches, différents courants. Et au niveau psychothérapeutique, c'est ce qu'ils ont, en tout cas Freud, c'est le maître de la psychanalyse avec ses théories aussi un petit peu peut-être controversées, des impulsions, de tout ça. Et ce qu'a fait Jung, il a un petit peu innové, hein, ce qui passe pas toujours très bien quand on innove le maître. Mais bon, après, c'est aussi, ça fait partie de l'évolution. Et en ce qui me concerne en termes thérapeutiques, ben, ce que nous, on pratique beaucoup, c'est tout ce qui est symbolisme, le travail sur le symbolisme, le travail sur les archétypes notamment, euh, en restant dans les courants d'autres psychothérapeutes, enfin, d'autres psychiatres qui ont pratiqué la psychologie profonde. Je pense à Adler avec qui a repris l'histoire des archétypes aussi, donc en sens d'imagination. Enfin, l'imagination, c'est plutôt Gestalt, Pearls. Donc voilà, il y a différents courants. Mais pour rester sur Jung, oui, les archétypes, en fait. Donc, Les fameux archétypes. le symbole de la mer, le symbole c'est pas, de la forêt, au niveau collectif. Donc voilà, les symbolismes individuels, les symbolismes collectifs, là, on les utilise beaucoup, soit en art-thérapie, soit dans une approche psychothérapeutique, euh, tout en sachant, quel que soit le courant, quelle que soit la technique, quelle que soit l'approche qu'on utilise, que c'est toujours le patient, la patiente qui a la clé de tout ça. Moi, personnellement, j'ai toujours vu un petit peu avec une certaine réticence quand on disait si tu rêves, ça c'était un peu Freud, si tu rêves d'un train, ça veut dire si et ça. Si tu rêves d'une maison, ça veut dire si et non. Enfin, c'est pas. En tout cas, c'est ma version. Je pense que peut-être d'autres thérapeutes seront d'accord avec moi. Ben, Il n'y en fait, a pas c'est ça que, ouais, des j'ai vu ça. généralités, mais la seule personne qui connaît la vraie signification, c'est la personne qui est arrivée, qui a C'est dessiné. ça. C'est ça. C'est Ah, important. Mm. justement, tu parles de pratique. Nous, ce que je voyais dans l'atelier, c'est que on dessinait qui nous venait là, et puis moi je regardais notre art thérapeute, puis justement absence complète de jugement, c'est ça, hein, c'est ça que tu veux dire, et puis ce qui amène l'interprétation. Moi je regardais le dessin que la personne à côté de moi faisait, puis j'avais l'impression que c'était triste, puis en réalité, c'était pour elle, c'est de la joie. Puis pourtant, c'est là que j'ai vu que, comme tu dis, que c'est la personne elle-même qui détient le sens du dessin. Exact, ouais, ça je confirme. Et puis, mais c'est vrai qu'il y a vraiment les deux côtés. Il y a ben, ce qu'on peut pas empêcher d'avoir, ça veut dire nos yeux et notre interprétation à nous. Et je trouve que c'est très très bien de l'avoir parce que ça permet
dans certaines circonstances aussi, si le moment est adapté ou voilà, on va sentir, de donner un feedback, ça dépend toujours comment, mais à la personne qui a, là tu parlais de dessin, qui a créé quelque chose, qui a fait la sculpture, qui a fait aussi un mouvement pour ceux qui travaillent avec la danse thérapie. Et le feedback, donc le retour des autres, non, non, il est très important. Mais il y a effectivement des limites entre je te dis ce que je vois, je te le mets à disposition et puis ça t'appartient et un jugement et voilà, et t'as fait ci, ça. Ça vraiment, bon, moi, quelle que soit la thérapie, hein, je pensais. Mais en art-thérapie, et en psychothérapie non-verbale, j'avais entendu ben, des gens qui s'y connaissent pas, hein, qui avaient dit ah, mais c'est très simple. Tu prends, c'est un peu comme avec l'IA, quoi. Tu prends un dessin, tu prends un tableau. À droite, ça veut dire ça. Rouge, ça veut dire ça. Pas forcément. Enfin, c'est vraiment, comme tu disais, le dessin triste de la voisine. Pour elle, ben non, c'était autre chose. Et puis, Et même elle les a varié couleurs, ce que j'ai remarqué aussi, je sais pas, les couleurs, justement, tu dis rouge c'est ça, l'orange c'est la créativité, le bleu c'est le changement, tout ça. On peut pas en art-thérapie, pour la personne, son dessin, le bleu ça veut dire telle chose et l'orange autre chose. Donc, j'ai vu vraiment là, que c'était axé sur la personne et l'échange entre l'animatrice et la personne devant tout le monde aussi, là, qui c'est vraiment extraordinaire. Et ce que j'ai compris aussi de l'art-thérapie, c'est que ça permet d'aller chercher des blessures profondes que la thérapie conventionnelle, parce qu'en thérapie conventionnelle, on met beaucoup l'accent sur raconter le narratif, là, tu sais, raconter l'histoire, puis réinterpréter. Ce que j'ai cru comprendre qu'avec l'art-thérapie, on peut aller chercher des blessures très profondes qui ne sont pas verbalisées. Par le dessin, on peut faire ça. C'est puissant, là, comme outil. effectivement, c'est possible. Alors, ça dépend aussi du stade de la personne, de la disponibilité de la personne. Pour quelqu'un qui, on va dire, se sent prêt ou aller peut-être rechercher des, je pose un exemple, hein, ça peut être un exemple quelconque, c'est pas des causes plus profondes, donc ça en lien avec sa famille et le cancer, par exemple. C'est vrai que tout ce qui est non-verbal, ben, est issu de l'inconscient. Donc, je reviens à Jung, là. Et donc, ben, il y a pas, enfin, il y a pas juste dans l'inconscient, il y a pas juste les monstres, les choses désagréables, mais il y a aussi toutes nos ressources qui vaut la peine donc d'aller rechercher et laisser émerger en fait. Et, euh, et donc oui, puis il y a bah, effectivement l'échange avec les thérapeutes qui qui est vital, ben, quelle que soit la forme de thérapie. Et pour ajouter encore autre chose que je trouve que j'ai toujours entre autres, vraiment adoré de cette forme, déjà où on a quelque chose de visuel qu'on crée. La musique, c'est très puissant aussi, mais on l'a pas devant les yeux. Nous, l'être humain est quand même très visuel, ce qui donne aussi à la fois une approche. Donc, imagine, on regarde, moi et un patient, on regarde vers un mur, et sur ce mur, il y a son dessin, parce il a fait une peinture sur une paroi. Il y a à la fois ça s'appelle le troisième élément, donc il y a à la fois un élément d'information qui évoque bah, toutes les émotions, ou alors rien, mais en fait il y a quelque chose qui est devant nous, et le dialogue qui s'est fait, bah, il s'est fait en regardant quelque chose. On n'est pas forcément dans l'échange comme ça, ce qui peut faciliter pour certaines C'est personnes. vrai, j'avais jamais fait le lien. Oh mon Dieu, tu me fais prendre conscience de quelque C'est une chose. piste, imagine un peu comme tu as déjà été passagère d'une voiture, tu as conduit avec un passager. À un moment donné, tu commences à discuter. Bon, peut-être quand la route est illuminée ou devant un feu rouge, tu parles autrement que si tu étais vraiment en échange comme ça frontal. Et ça, c'est l'avantage Et puis, il devient aussi un peu techniquement, ça s'appelle un élément sur lequel projeter nos choses, nos peurs, et ça facilite parce que ça crée vraiment un lien
parfois plus simple entre thérapeute et patient, peut-être au début. La personne va parler que du tableau, mais c'est pas moi. Non, non, c'est le tableau. Et petit à petit, on dit, ah, ok, ça peut être moi. Comment, quoi, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est comme tu dis le travail plus en profondeur. C'est ce que j'ai toujours apprécié dans ces thérapies, en fait, où on a un troisième élément qui est là, mais qui contient en fait tout. Mm. Hmm, c'est donc vrai. Oui, j'avais jamais fait. Et oui, je revois toutes les interventions qu'on faisait là. C'est toujours Ok. pareil. Et ça aide aussi. Alors, t'as là, t'as la thérapeute qui parle avec du dessin avec la personne, l'auteur du dessin, et t'as les autres autour qui vont, je le vois là, qui vont se Ouais. joindre. Hop, on s'approche, on s'approche. Ah, moi, je vois ça. Et là, OK. Donc, c'est beaucoup moins confrontant, effectivement, que Ça peut l'être, ça dépend aussi de la situation, de la personne, du sujet aussi. Peut-être donc dans un échange en individuel, le travail sera différent. Mais il y a effectivement cette possibilité d'avoir ce miroir qui est représenté par le dessin. Et puis aussi, ce qui est très utile en oncologie, mais aussi dans d'autres pas Mhm. dans d'autres spécialités médicales, c'est qu'on peut aussi intervenir ou faire intervenir la personne pour modifier quelque chose sur ce qui a été fait et voir la transformation, ce qui se reflète aussi dans une transformation intérieure qui peut, non, je parlais d'auto-efficacité, je parle d'auto-efficacité dans mon site, c'est l'une des choses, bah, tu peux me le confirmer, qui vient un peu, qui est un peu perdu quand on est patient oncologique, parce qu'on se sent complètement impuissant. Et donc de revenir soit à se dire, j'arrive à transformer ça de façon à ce que ça me plaise et comment je le fais. Et cette sensation, cet acte direct, c'est très important aussi. Et tu vois, moi, j'ai vécu aussi, moi, c'était un moment fort en art-thérapie, là, justement, en atelier. Tu sais qu'actuellement, il y a beaucoup de recherches qui est faite sur le jeûne et les bienfaits du jeûne, fait évidemment, selon certaines procédures bien précises, chez les gens qui subissent une chimiothérapie. Et puis, mais la recherche, quand je disais pourquoi on ne me l'a pas dit avant, là, c'est justement moi-même, pendant mon parcours, j'ai vu la recherche arriver, là, poup, 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 poup. Entre autres Walter Longo, qui est à Milan, là, qui a fait évoluer beaucoup cette approche-là. Et je me vois encore, j'apportais le livre de Walter Longo à l'atelier d'art-thérapie. Tout le monde était vraiment intéressé. Sylvie, est-ce que je peux prendre le nom de l'auteur, la table des matières en photo, puis tout ça? Fait que, puis ça reste comme ça. Puis 2 semaines plus tard, il y avait une jeune femme qui avait un cancer du sein, donc ah, mon Dieu, elle s'était rasée, elle avait plus de cheveux et tout ça là. Puis tout ça a été rendu. Et puis à un moment donné, elle était en train de dessiner, puis on était tous en train de dessiner. Puis elle dit, elle dit j'ai fait du jeûne et puis j'ai pas eu mal à la tête parce que le Taxol qui est utilisé. Euh, donne mal à la tête. Moi, j'ai pas eu ce protocole-là, je ne le connaissais pas. Et là, j'ai senti que l'information passait là. Ce qui veut pas dire que tout le monde va avoir je veux pas dire que tout le monde doit faire un jeûne quand on a un cancer du sein puis qu'on suit un protocole avec du Taxol parce qu'il y en a qui ne le qui ont pas ils ont pas besoin de ça. Mais j'ai senti que dans l'espace sécuritaire que donne l'atelier d'art-thérapie, il y avait de l'information qui passait là, puis c'était comme ça, en dessinant. Alors, c'est très puissant, très, très puissant. Mais ça n'empêche pas qu'on doit faire nos démarches, on doit parler, c'est juste qu'il y a des moments, il y a comme comment je pourrais dire, des espaces de communication qui s'ouvrent entre les participants et Mm. la thérapeute. Oui, ça peut être dans le domaine de l'atelier d'art-thérapie, mais ça peut être aussi dans le domaine de l'atelier d'ergothérapie, quel que soit, disons, le groupe, enfin, la pratique de groupe qui est proposée, il y a justement cet effet-là de information qui peut circuler, ça c'est sûr. Ouais. Mhm. D'ailleurs, tu inclus d'autres techniques dans ton approche, hein, que l'art-thérapie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Ouais, je vois aucune question. Tu regardes toi, Sylvie, après pour les questions? Oui, tu veux Ouais, que... ok. Oui. Alors, tu peux poser la question par rapport de technique. En fait, là, je me sens un petit peu mal à l'aise face à toi, experte en neurosciences. Je viens de terminer une formation qui a disons que se base sur les neurosciences et qui est d'une technique de reprogrammation mentale qui s'appelle TRISRA, qui a été développée par Annick Laprate, si quelqu'un connaît, qui est à l'écoute. Et il s'agit donc de oui, reprogrammation mentale dans le sens de changer des chemins neuronaux qui pourraient être donc défavorables dans plein de situations. On les a tous les jours, on est tellement dans les automatismes, soit dans la gestuelle, soit dans les réactions à telle et telle situation. Et ça, je l'inclus, par exemple, dans l'approche pour les patients oncologiques. Exemple pratique, quelqu'un, la personne doit, ça arrive tout le temps, doit se préparer à un entretien chez le médecin où sera annoncé donc le stade, les résultats des examens du laboratoire. Donc avec aussi ce qui sera annoncé, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous êtes guéri? Vous n'êtes pas guéri? Donc, les fameuses visites chez le médecin denses d'angoisse et pour cause, ou alors se préparer à une nouvelle séance de chimio, pardon, de chimio, de radio, un examen. En fait, cette phase de préparation où vraiment c'est lourd, quoi, mentalement, c'est lourd et le corps il réagit par des angoisses en plus de ce qu'on vit déjà. Là, c'est très utile, ces techniques, et, pour donc changer disons, les réactions potentielles face au médecin, face à telle et telle thérapie qu'on va suivre. On peut pas changer la réalité, ça non, mais Non. on peut se mettre en condition autrement. Ça peut être un mixte, ça peut être aussi soit cette technique TRISRA de neurosciences, soit moi je l'associe de temps en temps aussi à l'imagination, parce que l'art thérapie c'est pas juste dessiner, ça peut être aussi des images mentales concrètes et ça peut s'associer en tout cas toujours dans le but d'aider la personne, quel que soit disons le stade dans lequel elle se situe. Donc il y a quelqu'un qui est On a une question de la part de Doris qui Doris. demande comment gérez-vous les patients qui n'ont pas de talent artistique? Et c'est mon cas avec LOL. C'est une excellente question parce que ça peut être l'un des blocages principaux. Je la sors un peu brutalement, mais la personne me dit, je suis nulle en peinture. Et ça, c'est très important parce que c'est justement ça dont il s'agit. Ça veut dire, il s'agit pas du tout de faire. Il s'agit pas de créer un produit artistique. C'est pour ça que je t'avais dit le mot art-thérapie. Je suis un petit peu allergique parce que c'est Ah, pas c'est vraiment de ça, l'art. c'est pour ça. Ça peut OK. être de l'art, hein, c'est toujours de l'art parce que c'est notre âme qui s'exprime, donc une expression, c'est une expression artistique. Je vois le cœur, oui, t'as raison. Oui, moi aussi. Et mais en fait, il s'agit pas de produire quelque chose. Il s'agit de s'exprimer et ce qui va sortir, même s'il y a rien qui sort, c'est juste. Et après, on regarde ensemble. Après, là, pour aller un peu dans ton sens, Doris, tu disais, je pense à des patientes que j'avais, gros blocage à ce niveau-là. Petit exercice qu'on faisait pratiquement. J'allais avec la personne déjà dans un petit coin tranquille. On mettait une feuille accrochée au mur. Là, souvent, c'était le stress face au papier blanc, un peu comme quand on doit commencer à écrire une histoire, hein. Enfin, Oui, oula, exactement. ok, il n'y a pas de souci, on l'accroche. Déjà, la phase comme ça de sentir le papier, le scotch. On prépare la table, le tableau, pardon, les pinceaux et tout ça. Et puis, la première chose qu'on fait, on prend un pinceau sans couleur, on l'imbibe dans l'eau et on bouge juste les bras sur la feuille. Il ne se passe rien. Le pinceau est propre quand même. Si la personne a toujours une résistance, on va faire le mouvement par la main. Juste, il s'agit d'entrer en contact, pas juste avec le tableau et la feuille, mais avec soi-même.
d'une manière vraiment la plus douce possible. Et là, il y a des choses magnifiques qui se font. La personne va se libérer, hein. Ou alors dit, ah non, non, c'est pas pour moi, je préfère le dessin. Mais il y a un déclic, il y a quelque chose qui se fait. Alors que dans nos têtes, on a déjà, alors, oh, mais non, mais il faut que je dessine. Mais qu'est-ce que je décide quoi? Mais je viens pour une prise en charge oncologique dont les gens, ils voient pas le lien entre la Non. technique et ben, le bienfait. Ben, c'est à nous d'expliquer, hein, de mettre à l'aise et puis d'être là, poser des questions, essayer de comprendre par le ressenti, est-ce que c'est de la fatigue ou est-ce que c'est un malaise ou un mal-être, voilà, de la personne. Bon, vraiment, ça peut être très subtil. Puis bon, après, les gens, peut-être, ils se libèrent, ils s'expriment, ils sont contents de ce qui a été fait. Mais donc, Doris, t'inquiète pas, une ligne suffira, même un point. Si c'est ton expression, c'est un point. Mais après, ça me donne l'occasion aussi pour parler d'autre chose. C'est qu'il n'y a pas juste dessin et peinture, sculpture, enfin modelage. Il y a aussi, là que je travaille par exemple en systémique, en approche systémique, qui est une approche psychothérapeutique. On utilise des objets, mais des objets du quotidien. Ça peut être un verre, une tasse, un stylo. À l'atelier, il y aura peut-être des petits bonhommes Playmobil, enfin, un nounours, quoi d'autre. Il y a plein d'outils qui peuvent peut-être avoir des significations, mais que la personne va commencer à disposer et ça signifie peut-être, ça c'est plutôt en lien avec les situations familiales au travail. Donc on illustre un système, on se positionne, on se retrouve en tant que partie intégrante d'un certain système. Ça peut être fait si quelqu'un vraiment n'a pas envie de prendre un pinceau, des néocolores ou un crayon couleur. On le fait autrement. Il y a plein de techniques différentes, non verbales en fait. Ouais. On a une autre question de la part de Brigitte qui dit, j'ai la question inverse à celle de Doris. Non, je ne parle pas de moi, mais si une personne a trop développé un talent, est-ce que le surmoi ne pourrait pas trop interférer avec la démarche puisque la personne sait comment fignoler? Intéressant aussi. Très intéressant, oui, dans certains cas, ça peut être très utile de maîtriser la technique, d'être un pro du dessin ou de la peinture ou de quoi d'autre, parce que on a aussi envie de créer quelque chose de précis. Mais effectivement, dans d'autres cas, ça peut être un frein, parce que après, on commence à mentaliser, à vouloir produire tel et tel objet ou dessin afin qu'il soit beau. Et là, c'est vraiment, c'est assez subtil hein, comme chose. Mais ce qui compte, je reviens toujours à la même chose, ce qui compte dans ce cas-là, c'est le dialogue avec le patient, la patiente, et essayer de voir si c'est une expression qui reste quand même une expression de son ressenti, ou si ça devient quelque chose effectivement de plutôt axé technique. Donc, c'est pas qu'on peut dire que moins on en connaît en technique, mieux c'est. Oui et non. Mais effectivement, il y a le risque de la mentalisation. Après, ça non plus, c'est pas négatif parce que c'est un élément sur lequel on peut rebondir après en thérapie. Oui. Mm. Hmm, vraiment intéressant. J'avais pas pensé à cet aspect-là que ça pouvait devenir. C'est comme aussi en écriture, quand on connaît bien les procédés de rédaction, on peut être tenté de les utiliser même si ça correspond pas à notre senti, là. C'est un peu la même chose parce que Mhm. Brigitte est traductrice là. Alors Ok, ouais, ouais. Bah, ça peut effectivement, l'écriture, c'est déjà quand même plus mental que la peinture. que la peinture, ouais, c'est vrai. Mais dès qu'il s'agit de s'exprimer, d'exprimer son cœur, effectivement, euh, quand il y a oui, quelque chose de cartésien en jeu, oui, il peut avoir les deux effets. C'est à double tranchant, effectivement. Ça peut être une ressource, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut entraver le processus. Mais comme je disais, ben, si ça entrave, OK, on essaie de voir, OK, là où est-ce qu'on en est, ça entrave, pourquoi? Et là aussi, on aura d'autres informations. Donc, en fait, c'est un frein, mais c'est une information qui permet d'aller de l'avant. Mm.
C'est peut-être pour découvrir la psychologie profonde de la personne en verbalisant, mais peut-être enlever ça parce que c'est pas moi, là, c'est mon Mm. métier, c'est ma technique que je maîtrise. Si je l'enlève, c'est plus moi. Je réfléchis à voix haute, là, c'est ce que je vois un petit peu, là. Euh, Euh, oui et non, parce qu'en fait, c'est la personne, c'est sa partie, c'est son caractère, à elle de connaître une telle technique ou aussi d'avoir besoin d'avoir une certaine mentalisation. C'est pas à juger non plus, pas du tout. Mais c'est justement un élément pour le thérapeute pour savoir déjà pour mieux connaître la personne et l'utiliser en tant que ressource. Ben, souvent, quand il y a beaucoup de mentalisation, après il y a de la peur à la lâcher. Non, c'est pas le but. On prend ton côté technique, on prend ton côté, disons, analytique. Il y a des gens qui sont là tout le temps. Ah non, mais il faut faire comme ça, il faut faire à droite, il faut faire. On prend tout ça, on observe, on donne un retour et on essaie de faire en sorte toujours le même but. Quel est le but? C'est le but du patient d'aller mieux. Alors, intégrer, c'est notre job à nous aussi, d'intégrer cette information de, on va dire, là c'est un mot un peu, pas tellement super ce que je vais dire, mais d'excessive mentalisation, on- mhm. forte mentalisation plutôt. Comme ça, on enlève le jugement. Ben, de prendre cet élément comme une ressource et donner les possibilités d'explorer autre chose. Mais en fait, ce qui est juste pour le patient, c'est peut-être qu'il a vraiment besoin, dans ce moment-là, dans cette phase-là de la thérapie, de sa vie et quoi d'autre, de rester dans cette mentalisation. Et à ce moment-là, bah, on peut proposer, mais jamais forcer. Ça, non. Mm. C'est important. Puis, j'ai vu aussi, j'ai côtoyé dans les ateliers des gens qui avaient eu, qui étaient en panne d'inspiration, qui avaient fait beaucoup justement d'art. Puis là, ils se retrouvaient avec un diagnostic de cancer, ils se retrouvaient en art-thérapie. Puis là, c'est, oh, j'ai un atelier chez moi, j'ai tous les crayons, tous les pinceaux, mais j'arrive pas. Je pense que ce que ces personnes-là viennent chercher c'est de retrouver ce contact avec leur inspiration à travers le parcours qu'ils vivent. Ça m'avait surprise de voir que des gens peuvent avoir tout pour faire des dessins chez eux, mais sont pas capables de dessiner, sont plus capables de dessiner. Temporairement, Mhm. là, temporairement. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça peut être presque trop quand qu'on a tout, on ne sait pas par où commencer. Puis comme tu disais, toi, très bien tout à l'heure aussi, l'effet groupe, l'effet peers qui rassemble, qui fait bouger les choses. Et puis aussi, ben, tout bêtement, et c'est pas anodin par contre, la personne arrive déjà avec tout ce qu'elle a comme charge, hein, émotionnelle et mentale, ben, elle s'assied, tout simplement, elle prend place. Elle observe, elle regarde, elle est là. Et rien que ça, c'est déjà une thérapie. Donc d'être là, entouré par, souvent c'est un atelier, il y aura des parois avec des dessins, avec des salles de marquage tout autour, ou bien il y a ce qui est très utile aussi, par exemple, c'est des magazines avec des images, c'est des expressions, tout ça, ben, Découpage, ça, oui. ça nous fait approcher de, ah tiens, je commence à feuilleter, je regarde, et puis ça vient, c'est-à-dire, ah, ça ressemble à ce que j'ai envie d'exprimer sans que ce soit vraiment dans la tête, mais on a une impulsion comme ça, une envie à partir du magazine, à partir du, tu disais la voisine, ce qu'elle fait elle ou ce que fait le voisin, dire, ah oui, tiens, ça je pourrais aussi, sans savoir pourquoi. Il ne s'agit pas toujours de savoir pourquoi, ça Mhm. c'est un peu, voilà, c'est très thérapeutique, c'est très quand on vraiment on va à fond des choses, mais on peut aussi bien aller à fond des choses sans le faire volontairement. Donc, la personne arrive, elle s'installe et elle est dans son énergie, elle est là. Et rien que ça, c'est pas évident parce que souvent les gens disent, mais qu'est-ce que je vais faire? Je reste dans ma chambre. Déjà avoir le courage de venir en atelier, en groupe ou bien en individuel, d'autant plus. Parfois, bah, j'ai discuté avec la personne, discuté. Pas forcément d'art-thérapie ou de leurs problématiques psychologiques spécifiques. On était là. Et ça, déjà, ça crée un lien.
qui est très, très important. Donc, si, si. Ben, le pain d'inspiration, c'est aussi quelque chose. Mais ça revient d'autres trucs, tu vois, avoir l'impression qu'on doive faire, qu'on doit créer un dessin, qu'il faut que ça, c'est un peu notre société, il faut toujours. Ah, il faut rien. Vous êtes là, C'est vrai, c'est c'est génial, vrai. vous êtes là. Donc, si, si. Ouais. Exactement. Alors, on a fait pas mal. Donc, là, tu nous parles de ton approche, la formation que tu es allé chercher avec, c'est quoi, de l'art? C'est ça, la formation de la certification que tu es allé chercher récemment, c'est ça? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une formation en ligne que j'ai suivie auprès d'Annick Laprate, non, Annie Laprate, OK. Annick Laprate, qui est une neuroscientifique qui a mis en place cette approche TRISRA, TRISRA, donc technique induite de reprogrammation du système réticulo-activateur. Tu dois très bien connaître. Ça, c'est Non, malheureusement pas, mais je vais. mieux que moi, en tout cas. Et puis, donc ça, c'est une partie. Et puis, ma formation thérapeutique, donc, dont on parle là, je l'ai suivie, comme je disais, en Suisse alémanique sur 5 ans. 3 ans étaient, on va dire, la base. Donc, en parallèle d'un travail sur soi-même. Donc, on était obligé d'aller, nous, chez des thérapeutes, chez des psys, pour travailler sur nos thématiques. Et après, la 4e et 5e année, c'était vraiment pour pouvoir prendre en charge des personnes avec vraiment des pathologies, tout ce qui peut rentrer dans le domaine de la psychologie clinique aussi. Donc, les mécanismes de défense, on a traité tout ça, la psychopathologie, j'en ai fait, disons, des bases. J'ai des bases en psychothérapie avec les différents courants aussi. Et, et puis, bah, chacun suit son orientation. C'était 3 + 2, 5 ans, pas à plein OK. temps, Puis mais après en ça, tu peux t'en modulaire. aller en institution, c'est Exact. ça? Déjà la dernière année, j'ai fait qu'une année que de stage, soit avec les toxicomanes, soit en psychiatrie, en parallèle. Et puis, donc après, j'ai cherché du travail et j'étais en tout 5 ans, hein, vraiment à plein temps. Après, Et j'ai maintenant, arrêté et puis j'ai repris ma façon il y a quelques années. Ouais. c'est ça, tu es en train de, tu as repris, qu'on peut Oui, voir sur ton site. oui. Alors, tu expliques là très bien, entre autres, le rapport entre le corps et la perception qu'on a de son propre corps. Tu travailles cet aspect-là avec tes clients, tes clientes. Et Mhm. Dieu sait que pendant justement une chimio, une radio, notre corps est vraiment bouleversé et on reconnaît plus. Moi, ce que je trouvais très difficile, c'était toutes tu sais, les endorphines, toutes les bonnes, les hormones du bonheur, comme je les appelle, comme on les appelle ici, là. Ben avec la chimio, j'y avais plus accès là. Alors ça, je trouvais ça difficile à vivre là. Donc je sentais plus j'avais plus le contrôle sur mon énergie comme avant là. Après ça, c'est revenu de toute façon, Dieu merci. Mais il y a eu un bout qui était assez difficile. Puis là, je vois que le temps passe. Qu'est-ce que j'ai cru comprendre. Ben, tu vois, j'ai cru comprendre que qui est bien, c'est de faire appel à des services de professionnels comme toi au début de notre démarche, avant même le diagnostic, pour pouvoir être mieux préparé à le recevoir. Ensuite, ce que j'ai compris, tu me corrigeras si j'ai mal compris, c'est que chaque fois qu'on commence un nouveau traitement, juste avant de commencer une chimio, après ça on passe à la radio, on revient peut-être à une chimio, mais chaque fois qu'on passe une de ces étapes-là, d'aller chercher aussi du soutien de la part d'une professionnelle de la santé comme toi. C'est un peu le parcours, hein. Puis après coup, une fois que la guérison c'est le retour à la vie normale. Mais ça revient jamais comme avant, hein. Mhm. Ouais, effectivement. Alors, bah, idéalement, quelle que soit la discipline offerte de support thérapeutique, il y a pas que ma discipline, il y a aussi ben, tout ce qui est déjà aussi les associations. En Suisse, on est assez bien lotis, les ligues contre le cancer au niveau cantonal, au niveau fédéral. Donc il y a toute une prise en charge au niveau ça.
c'est pas de notre ressort, mais c'est important de dire tout ce qui est assistants sociaux, parce qu'il y a tout un impact aussi sur le travail, perte de travail et tout ça. Donc, mais moi, il y a en tout cas, je trouve on est très bien outillés. On peut toujours en faire plus, hein. Mais en Suisse, on a donc les ligues de concert cantonales, fédérales à Berne, je dirais à Berne, puis aussi au niveau cantonal. Donc, il y a tout ça qui inclut déjà les médecins, les infirmiers, les différents thérapeutes de toutes sortes. C'est important à préciser. Et puis, moi, je trouve que si on est donc dans une phase avec déjà un doute, une suspicion de maladie cancéreuse, c'est d'autant plus important de pouvoir être entouré, que ce soit aussi la famille, hein, c'est absolument pas péjoratif, au contraire, si on a un bon support familial, le conjoint, les amis, ça soutient énormément, ça, c'est très important. Et puis, les thérapeutes de tout genre, elles sont là pour accompagner les personnes justement même avant. Mais c'est à chacun de voir en fonction au niveau géographique aussi, hein, si les choses se font que en présentiel, ça dépend où la personne habite et ça dépend de plein de choses. Mais moi, c'est toujours pour ce qu'on commence à faire depuis le début, c'est quand même c'est mieux que se retrouver seul quelque part à devoir gérer. Après, c'est toujours délicat parce que moi-même j'ai beau parler, mais c'est plutôt quelqu'un que non, non, mais j'essaye moi-même et puis si jamais je vais faire appel à, donc c'est pas tellement cohérente avec mon discours, mais je sais aussi que c'est mieux de déjà d'accepter soi-même qu'on a besoin d'aide, quelle que soit la Absolument. thérapie à laquelle on fait appel, quel que soit le support humain. Finalement, hein, c'est du support humain avant tout. Et, euh, et voilà. Parce que le cancer, c'est lourd, comme d'autres maladies aussi. Donc, Oui, voilà. absolument. C'est important de sentir qu'on peut faire appel à quelle que soit la personne ou la discipline. Ouais. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que le lien que tu proposes aux différentes étapes, ben, ça fait comme un suivi. Donc, ça devient, l'art thérapeute peut devenir comme la balise. Parce que, veut pas, on passe d'un radio-oncologue à un oncologue, en tout cas, on passe beaucoup du personnel, tous très compétents, là, il n'y a pas de problème, mais on voit beaucoup, beaucoup de gens. C'est comme si tu peux devenir la personne, le point, comment je pourrais dire, Point de repère, une sorte de point de le point de repère. repère. Voilà, Mm. bien, bien dit, à Mm. travers toutes ces démarches-là, effectivement. Eh bien, merci beaucoup. Un grand, grand Donc, merci. c'est moi qui te Alors, remercie, qui remercie toutes les personnes qui ont été à l'écoute, qui sont à l'écoute, qui vont être à oui, l'écoute. Et puis, en espérant avoir pu vous donner un petit aperçu enfin, c'est juste un micro aperçu de ce qui peut être fait, de ce qui est possible. Et puis, merci Doris. Et puis, voilà. Si jamais je suis là, si quelqu'un a besoin de moi, pas juste en termes oncologiques, mais dans le domaine de bien dans mon corps, donc je prends en charge aussi les personnes qui ont d'autres difficultés à s'accepter dans leur physique, outre que par rapport à une maladie cancéreuse en fait. c'est bien. Alors, ben, ici, des beaux remerciements. Merci beaucoup. Très intéressant. Bonne soirée à vous tous. Et puis, Merci pour les retours, oui, pour la présence ben, aussi. Mm. merci beaucoup. À bientôt. Parfait. Au À très revoir. bientôt. Ciao, Au bye. revoir. Au revoir. Merci.